Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre. Merci à tous de nous avoir rejoints ce soir. Nous allons parler d'un sujet qui concerne l'histoire de la philosophie de la Grèce ancienne. Et ce soir, je souhaite vous parler de Démocrite. Et plus précisément de certains points de la pensée de Démocrite qui ne sont pas des plus connus. Ce que j'ai titré de manière un petit peu malicieuse, le matérialisme historique de Démocrite. Le matérialisme historique, c'est la doctrine, c'est le nom que donne Marx et Engels à leur conception nouvelle du développement de la société. Donc, c'est le nom donné par les auteurs de la pensée qu'on va appeler par la suite marxiste à leur théorie au XIXe siècle. Et là, je fais en quelque sorte une parallèle historique en essayant de montrer que on pourrait peut-être en trouver des préfigurations dans la pensée de Démocrite, ou en tout cas quelque chose qui a comme un air de famille. Alors Démocrite, c'est un contemporain de Socrate, qui aurait vécu, voilà, plutôt semble-t-il, dans la deuxième moitié du 5e siècle. Enfin bon, c'est l'époque de l'Athènes classique, hein, c'est l'époque de l'âge d'or un petit peu, de la civilisation grecque, ou en tout cas d'un moment important du développement de sa philosophie, de sa culture, de sa vie civique dans les cités démocratiques des différentes parties de la Grèce ancienne, et puis les autres cités qui ne sont pas démocratiques, enfin bon, bref. Démocrite est un contemporain de Socrate, cependant on le classe généralement parmi les pré-socratiques, donc ceux qui viendraient avant Socrate, ce qui n'est pas vraiment cohérent puisqu'ils sont contemporains, mais c'est lié à une caractéristique qui est que les philosophes qui sont antérieurs à Socrate sont généralement présentés comme des philosophes qui se seraient concentrés sur une étude de la nature de la nature. Donc c'est ceux qu'on appelle les physiciens, du mot grec physis qui veut dire nature, en tout cas qu'on traduit comme ça. Et ce serait, donc les philosophes avant Socrate seraient des gens qui auraient réfléchi pourquoi les corps tombent, qu'est-ce que les mouvements célestes, comment s'expliquent-ils, d'où vient le monde, pourquoi les choses changent-elles, enfin voilà, ce genre de questions qui portent sur la nature des choses un petit peu de manière fondamentale, mais pas vraiment sur la société ou sur l'homme, même si c'est à nuancer parce que nous n'avons pas beaucoup d'écrits conservés de ces périodes très reculées. Démocrite, il est considéré comme pas tout à fait le premier, parce qu'il a lui-même un maître qui s'appelait Leucippe, mais on sait à peu près rien de Leucippe, sinon que c'était le maître de Démocrite. Donc Démocrite passe pour le premier philosophe grec matérialiste, c'est-à-dire qu'il essaye de tout expliquer du mouvement de la nature par un principe abstrait qui serait, non pas par un principe, pardon, parce que ça c'est déjà le cas des premiers philosophes avant lui, mais par une combinaison de deux principes fondamentaux, si on peut appeler ça des principes. En tout cas, il est connu pour le fondateur de la physique ou de la théorie physique atomiste. La conception de la nature de Démocrite, c'est que les choses qu'on perçoit, les corps, les personnes, les éléments sensibles, ne sont pas la réalité telle qu'elle, ce sont des corps composés, ce sont des conséquences de quelque chose de plus fondamental, et ce qui est premier et fondamental, qui est au principe des choses, qui est la source de toute la nature, selon Démocrite, c'est le déplacement des atomes dans le vide. Donc les atomes seraient des petites particules de matière fondamentale indestructible et éternelle, et le vide serait, on ne sait pas très bien, mais quelque chose dans lequel les atomes peuvent circuler, visiblement. Et ces atomes se percutent au fur et à mesure de leur trajectoire et commencent à constituer des entités plus complexes qui commencent à prendre des propriétés qu'elles n'avaient pas à un niveau inférieur. Donc une théorie, pourrait-on dire, de l'émergence au travers de l'histoire de la nature. Donc c'est déjà pas mal, hein, et c'est souvent pour ça que Démocrite est évoqué ou est présenté dans les penseurs pionniers de l'étude de la philosophie naturelle. Mais c'est pas du tout de cet aspect-là de sa pensée dont on va parler aujourd'hui, puisque c'est l'aspect le plus connu, vous le trouvez facilement sur Wikipédia. Là, je souhaitais mettre l'accent sur une autre dimension de la pensée de Démocrite, à laquelle on ne s'intéresse pas généralement, ou qui n'est pas très connue, qui est sa pensée de la culture. Hein, vous allez voir que ça a des implications très intéressantes, non seulement pour comprendre Démocrite, mais pour comprendre la pensée de la Grèce classique, en général, ou en tout cas d'un certain nombre de penseurs de cette période. Et alors, pour réfléchir à ces questions, donc j'avais annoncé qu'on allait parler de philosophie du langage.
Et plus spécialement, on va parler du débat sur la question de savoir si le rapport entre un symbole et son objet est un rapport naturel ou conventionnel. Hein, je vais expliquer un petit peu les enjeux dans un instant, mais juste avant, je précise que la conférence va se dérouler en 3 temps. D'abord, je vais lire et commenter un texte du philosophe grec et français du XXe siècle, Castoriadis, qui explique justement ces idées de Démocrite et des Grecs anciens. Après la lecture du texte de Castoriadis, je vais ajouter quelques remarques personnelles sur le matérialisme de Démocrite et qu'est-ce qui peut faire l'unité de sa pensée si on prend en compte d'un côté la théorie des atomes et de l'autre côté sa théorie du langage. Et puis dans un troisième temps, je ferai peut-être quelques petites remarques en plus sur la morale de Démocrite, sa pensée éthique. Et puis dans un temps encore ultérieur, je souhaiterais faire quelques petites remarques sur en quoi le matérialisme de Démocrite peut nous intéresser dans une perspective plus générale de l'histoire de la philosophie matérialiste jusqu'à nos jours. Ok. Alors, je remonte et je lis. De toute façon, les textes de Castoriadis sont très clairs, donc ça se lit assez bien. Démocrite est à peu près contemporain de Socrate, et l'on peut situer sa maturité autour de 450-440 avant Jésus-Christ. Le fragment qui nous occupera d'abord nous a été transmis par Proclus. Ce dernier rapporte que, selon certains, dont Pythagore, donc autre philosophe présocratique, les noms ont une correspondance naturelle avec les êtres qu'ils désignent. Pourtant, Pythagore savait que les mots sont des créations humaines imposées aux choses. Contradiction insoluble ? Point d'interrogation. Non, parce que seul peut nommer les choses, disait-il, l'homme sage qui par la pensée connaît leur vraie nature. On n'est pas très loin de certains aspects de la pensée de Platon. Il y a donc un législateur humain qui pose pour chaque être le vrai nom qui lui convient. Donc là, on a une première théorie qu'on pourrait appeler la théorie naturaliste du langage, ou la théorie selon laquelle le rapport entre un nom et ce qu'il désigne n'est pas conventionnel, n'est pas arbitraire, n'est pas un choix de la société, mais il y a vraiment un lien de dépendance entre le nom, ou entre le nom véritable que devrait porter une chose, et la chose elle-même. Un seul nom peut aller à une seule chose, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que dans cette théorie-là, le langage, en fait, n'est pas une manière n'est pas une création par nous d'une façon de désigner les choses qui nous est pratique, c'est la reconnaissance finalement d'un ordre du monde que le langage bien ordonné ne peut que nommer convenablement. Donc c'est une théorie en fait où la création humaine est déniée au profit de le fait de s'ordonner à un ordre du monde préexistant. Et là on voit en quoi ça peut être lié à la pensée de Platon qui est réactionnaire, dirons-nous. Ou naturaliste. Alors Proclus poursuit en présentant l'argumentation opposée, celle de Démocrite donc. Je ne peux que vous conseiller sur ce point de reprendre le Cratyle de Platon. Ce dialogue sur la conventionnalité ou la naturalité du langage, qui explicite et critique les deux positions, mais sans aboutir à aucune conclusion. C'est pourtant un dialogue de la maturité, ce n'est pas un exercice rhétorique, mais il reste problématique et aporétique. Tout comme le Théète d'ailleurs, qui traite de l'épistémé, du vrai savoir, qui passe en revue plusieurs définitions, les réfute, et puis se clôt sur un « on essaiera de faire mieux la prochaine fois ». Donc là, Castoriadis se moque un petit peu de certains dialogues de Platon, qui n'aboutissent pas du tout à une réponse tranchée aux questions débattues. Tout au contraire, tel que la présente Proclus, la démonstration de Démocrite est exhaustive et définitive. Donc lui, c'est celui qui va trancher le débat. Les 4 arguments qu'il présente sur la conventionnalité du langage me semblent, soit dit en passant, plus riches et féconds que ceux de Saussure, qui, dans son cours de linguistique générale, qui a eu une grande influence sur la pensée du XXe siècle, notamment Lévi-Strauss en anthropologie et un certain nombre d'autres domaines qui se sont inspirés de linguistique structurale, ces arguments sur la conventionnalité du langage me semblent plus féconds que ceux de Saussure, qui, pour introduire le principe de l'arbitraire du signe, se contente à peu de choses près de noter qu'en France, on appelle bœuf ce qu'au-delà du Rhin, on nomme auch. Donc, la théorie de l'arbitraire du signe, ça consiste à dire, tout au contraire de Pythagore ou de Platon, dans la mesure où il essaie de le reprendre,
que le rapport entre le signifiant et le signifié est arbitraire. Donc un signe, c'est un composé d'un signifiant et d'un signifié. C'est un petit peu du jargon étrange hein, quand on ne connaît pas au début, mais après ça va. Le signifié, c'est ce qui sert à signifier. Donc c'est l'élément qui permet de communiquer. C'est ce qu'on appellerait le symbole, mais bon, c'est pas la bonne appellation. Quoi. Mais, par exemple, une lettre, ça va être un signifié. Ah non, pardon, là, je me suis embrouillé. Pardon. C'est l'inverse. Alors, autant pour moi, je reprends. Le signifiant, c'est ce qui sert à signifier. Donc, par exemple, une lettre comme S, c'est un signifiant. Et le signifié, c'est ce qui est signifié par l'usage de ce signifiant. Donc, par exemple, la lettre S sert à rendre le son S. Vous voyez, là, c'est un exemple trivial, hein, mais autre exemple de signe, un drapeau rouge, un drapeau rouge. Le signifiant, c'est le rouge, et le signifié, ça dépend du sens de ce drapeau en particulier, mais ça pourrait être, je ne sais pas, un drapeau dans une corrida qui vise à donner un certain signal. Enfin, vous voyez, ça peut dépendre du contexte. Voilà, donc le signe associe un signifiant et un signifié, et la linguistique structurale de Saussure présente des arguments pour dire que cette association est arbitraire, puisque par exemple, on peut appeler d'un même nom, enfin, on peut appeler plutôt deux noms différents une seule et même chose. Par exemple, selon la langue, les mêmes entités seront signifiées par des signifiants différents. On aura donc des signifiants différents pour le même signifié, si vous avez suivi ce jargon un petit peu particulier. Ok, donc, tout ça pour dire que, je reprends, le dernier argument de Démocrite est d'ailleurs une quasi-réfutation par anticipation du structuralisme, mais reprenons-les ces arguments un par un. Démocrite commence par l'homonymie. Si des choses différentes portent le même nom, comment ce dernier pourrait-il être par nature? Donc là, ça réfute l'idée qu'il y a une seule et unique association naturelle entre un nom et son référent ou l'objet qu'il désigne. En fait, on peut donner des noms différents pour dire la même chose. Alors là, tout de suite, je n'ai pas forcément des exemples qui me viennent, mais c'est flagrant si on compare les langues entre elles, et puis à l'intérieur même d'une même langue, on pourrait avoir des mots qui sont des synonymes purs, même si c'est difficile à trouver en français, mais il pourrait y avoir des mots qui seraient des purs synonymes. Pour que le langage soit foussaille, donc de l'ordre de la nature, il faudrait au moins un nom par chose. Et il n'en faudrait qu'un. C'est là le deuxième argument, la synonymie, que Démocrite, ou Proclus peut-être, appelle polyonymie. Là encore, la naturalité du langage devrait exclure que plusieurs noms s'appliquent à une seule et même chose. On voit déjà la fécondité de ces deux premiers arguments, qui concernent l'absence de correspondance bi-univoque, de correspondance terme à terme, entre les noms et les choses, mais qu'on peut généraliser à tout le langage. Une même description peut très bien s'appliquer à plusieurs processus, et un seul enchaînement de faits être décrit d'un nombre indéterminé de façons. Par exemple, s'il y a une personne qui rentre et qui tombe par terre, on peut dire il est tombé, mais on pourrait aussi dire pour décrire la même situation, il s'est fait mal. Ça porte pas exactement le même contenu informationnel, hein, mais ça serait des manières différentes de décrire une même situation qui sont cohérentes. Ou compréhensibles, peut-être, faudrait-il dire. Il y a plein de choses comme ça. Sans cette universalité du langage, d'ailleurs, nous ne pourrions plus parler. Si le même mot, la même description ne pouvait s'appliquer à une indéfinité d'occurrences, il nous faudrait sans cesse inventer de nouveaux complexes de mots pour décrire un événement inédit, ou un événement identique dans un autre lieu. Donc imaginez s'il fallait, chaque fois qu'on va assister, je sais pas moi, à un cours par exemple différent, trouver un autre mot que cours pour désigner la situation. Ce serait infernal, en fait, ça dépasse les capacités du cerveau humain. Ou en tout cas, ça dépasse notre patience. Bon, ça c'est les deux premiers arguments. Après, on a le troisième argument contre la naturalité du langage, la métathésis onomatone, le déplacement des noms est plus ordinaire. C'est tout simplement que nous pouvons changer le nom d'une chose sans affecter en rien cette chose. On peut donc appeler Aristoclès Platon, ce qui est le cas, hein, puisque le vrai nom en grec ancien de Platon, c'est pas Platon. Platon, c'est un surnom. Hein. Platon s'appelait Aristoclès. Et on peut très bien l'appeler Platon, ça change pas, et d'ailleurs une personne pourrait dans sa vie changer de nom. Voilà, on connaît des gens de nos jours qui veulent changer de pronom pour les désigner. Enfin bon, potentiellement on peut appeler une chose d'une manière différente.
remplacer un nom par un autre sans que ça nous fasse perdre le lien ou la capacité de désigner la chose. Donc on voit bien que il n'y a pas de lien naturel et indissoluble entre les deux. Et Tirtamos Théophrasque, etc. Et ne rien changer de la nature de ces personnages, on est à l'évidence en pleine convention. Le quatrième argument, et c'est celui sur lequel on va le plus s'arrêter, modestement intitulé, bon je vous passe la partie en grec ancien, l'argument à partir du manque de semblables va en fait beaucoup plus loin qu'il n'y paraît. Comment se fait-il, se demande Démocrite, qu'au substantif phronésis, donc ça c'est un nom, ça signifie la pensée juste, le jugement, la prudence, à ce substantif correspond un verbe, le verbe phronein, bien jugé, avoir tous ses esprits, etc. Donc, premier cas, on a un substantif, si vous voulez un nom, et lui correspond un verbe. Bon, jusque-là, pourquoi pas. Mais comment se fait-il qu'il y a des cas où ça ne se produise pas? Par exemple, du nom dika osune, la justice, ne dérive aucun verbe. On aurait pourtant pu fabriquer un verbe du genre justifier, justicier. Voilà. Pourquoi dans certains cas, il y a des substantifs qui ont permis de produire des verbes qui en dérivent, et dans d'autres cas, il n'y a pas le complément. C'est ça l'argument du manque de semblables. C'est l'idée que des fois, à des substantifs correspondent des verbes dérivés, mais des fois non. Alors que ce serait possible, ce ne serait pas impossible, ce ne serait pas improbable. Dans un cas, on a un lien logique et organique, inhérent à la pensée et à la chose même, entre un process, une action et une propriété catégoriale. Alors, le process ou l'action, ça va être le verbe, par exemple, le bien jugé, et la propriété catégoriale, ça va être la pensée juste, le jugement. Enfin voilà, ce qui est... Dans l'autre cas, non. À quelle nature peut bien correspondre une telle incohérence? Où est la logique dans cette affaire? Nulle part. De telles dissymétries et anomalies ne peuvent être dues qu'à des décisions, des positions humaines. Et on en aurait la preuve par le fait que si on cherche, on pourra trouver des moments historiques, etc., dans l'étude des langues, où on a produit un nouveau verbe à partir d'un nom, ou un nom à partir d'un verbe, ou n'importe quel élément finalement à partir d'un autre élément. Bon, je ne suis pas spécialiste, mais il y a une grosse part de construction et d'extension, mais qui n'obéit pas à une logique préétablie, ou qui n'est pas nécessaire. Par exemple, on tire le nom, le juge, du verbe juger, enfin en tout cas en français c'est une correspondance qui existe, mais on pourrait tout à fait imaginer une langue où juger ça se dit, mais juge la fonction ça se dit pas, parce que ça n'existe pas par exemple. Ou que c'est considéré comme, ou que ça serait vrai que d'une instance plurielle, l'instance qui juge, mais ce serait plusieurs personnes, enfin vous voyez, on peut imaginer toutes sortes de cas où il n'y a pas de correspondance. Donc ça ne correspond pas à une nature, sinon ça devrait se trouver instantanément. Vous voyez bien alors pourquoi cet argument va plus loin qu'il n'en a l'air. Donc jusque-là, on a prouvé qu'il n'y avait pas de naturalité du signe, que c'était de la convention, que le langage avait une dimension conventionnelle, mais bon, finalement, c'est pas là le fin mot de l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette découverte de la nature conventionnelle du signe? Cet argument va plus loin qu'il n'en a l'air, puisqu'il est de fait une réfutation par anticipation du structuralisme et de tout logicisme. Alors le structuralisme, c'est un ensemble de pensées, on va dire, en sciences humaines et sociales et en philosophie au XXe siècle, notamment en France, représenté par des auteurs tels que Barthes, Lacan, Lévi-Strauss, Althusser, etc., un certain nombre de philosophes ou d'auteurs dans différents champs disciplinaires. C'était un ensemble de théories assez à la mode dans les années 60 et qui ont assez rapidement perdu de leur superbe dans les années 70. Mais à l'époque, ça passait pour le net plus ultra de la pensée française et mondiale. Je caricature un petit peu. Et le structuralisme fait une critique du structuralisme. Parce que qu'est-ce que nous dit le structuralisme? En gros, qu'à partir de quelques unités de base, à partir de quelques éléments premiers, à partir de quelques briques de Lego, on va pouvoir construire tous les éléments constitutifs d'un certain ordre de phénomènes à comprendre. À partir de quelques phonèmes, donc qui ne sont pas tout à fait des sons, mais qui sont des espèces de morceaux de sons voilà, dans les mots, on va pouvoir reconstruire toutes les formes de langage possibles par combinaison, et ainsi de suite dans les différents ordres de choses.
Voilà, une fois qu'on a bien compris je sais pas, en histoire ou en sociologie quels sont les différents types de modes de production qui existent, et ben on pourra en déduire toutes les sociétés possibles par déduction. Quelque chose de cet ordre-là. Donc une pensée déductiviste et pour lesquelles les choses sont finies, quoi. On va tout rationnellement pouvoir prédire parce qu'on a les matériaux de base à partir desquels tout est combiné. Voilà, ça c'est l'idée que non seulement il y a des structures, ce que personne nie dans la société, mais que on peut découvrir les structures fondamentales et comprendre toutes les formes de société ou d'association possible des éléments à partir de cette identification des principes de base. Et alors, qu'est-ce que l'argument du manque de semblable permet de critiquer par rapport à cette vision structuraliste des sciences sociales ou de la philosophie? Eh bien, ça peut s'appliquer à toutes les étapes du langage, donc cette dimension de convention, d'arbitraire, de création, de décision, le fait d'introduire ou pas un élément. Et déjà au niveau élémentaire de la phonologie, donc l'étude des sons. Celle-ci nous enseigne qu'il y a dans une langue des concaténations de phonèmes permises et d'autres interdites qui ne peuvent pas former de lexème de mots. Donc, il y aurait des langues qui, par les sons, ou en tout cas par les unités fondamentales phoniques qui s'y trouvent, permettent la création de certains mots, ou qui l'empêchent, a priori. Cette logique que Jacobson, qui est un linguiste, a lui-même, à juste titre d'ailleurs, qualifié de totalitaire, tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire, imposerait que toutes les concaténations, c'est les associations, de phonèmes permises se réalisent, formant autant de lexèmes dans la langue dont il s'agit. Or, il n'en est rien. C'est pas parce que vous avez tel ensemble d'éléments phoniques présents dans une langue que vous allez en tirer par association tous les éléments dont il serait possible de faire usage. Exemple, nous donne Castradis, vèche, par exemple, serait un mot parfaitement légitime en français. Mais il n'existe pas. Donc c'est une association des éléments de base que permet cette langue qui ne correspond, qui ne viole pas ces règles de construction, etc. Vous pourriez fabriquer ainsi d'innombrables mots, bien plus que n'en comporte le français actuel, qui seraient, du point de vue phonologique, parfaitement licites. Mais il n'existe pas. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas de possibilité d'identifier, il n'y a pas de possibilité de déduire, en fait, plutôt, à partir d'un certain nombre d'éléments premiers, toutes les conséquences par construction et complexification tirées de ces éléments. Donc c'est une position, la position de Castradis, qu'on pourrait qualifier de antidéterminisme. Antidéterministe ou antidéductiviste, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout déduire d'un principe premier comme on le ferait en mathématiques des éléments de base d'un énoncé. C'est pour ça qu'il nous dit l'argument du manque de semblable de Démocrite, il a des implications philosophiques qui vont bien au-delà de la théorie du langage, et ça réfute par avance tout logicisme, cette idée que va pouvoir tout déduire depuis des principes ou des axiomes fondamentaux. Ce qui est une position défendue par différentes sortes de philosophies. Et au niveau lexical, la dérivation et la production ne s'effectuent pas uniquement selon une logique interne, qui imposerait tel ou tel mode de composition selon les cas, mais présente cette accidentalité entre guillemets, cette dépendance à la fois à l'historicité et à l'aspect connotatif et finalement magmatique de la signification que Démocrite signalait déjà. Bon, je passe un petit peu sur cette partie, mais l'idée importante à retenir de ce qu'il tire comme conséquence, voilà, c'est cette capacité du langage à rendre possible une création d'éléments nouveaux, mais qui n'est pas réductible à des prémices, comme le serait un raisonnement en logique. Donc la conventionnalité du langage mène à une théorie de la création du langage comme domaine où une création intervient, en fait. Une création qui dépasse ce qui était déjà donné et qui marque une rupture par rapport à la nature, puisque la convention, c'est ce qui s'oppose, ce qui est naturel, inéluctable, déjà assuré par soi sans que l'action humaine y joue un quelconque rôle, etc. On voit qu'on a affaire à une théorie qui nous divise, ou qui nous complexifie en tout cas la réalité entre ce qui relève du déterminisme intégral de la nature, ou en tout cas ce qui relève de la nature indépendamment de l'action humaine, et du domaine de l'homme, où des créations sont rendues possibles sans qu'il y ait
déterminisme strict, puisqu'on voit bien que toutes les possibles disponibles dans une langue ne se réalisent pas forcément, et qu'on peut inventer des nouveaux mots ou pas. Enfin, voilà, on voit bien qu'il y a une dimension d'arbitraire. Ou si vous n'aimez pas le terme d'arbitraire, il y a une dimension d'écart, de choix, de sélection, qui montre que tout n'est pas complètement prédéterminé. Ma dernière remarque porte sur cette opposition entre physis et nomos. Donc, la physis, la nature, le nomos, littéralement la loi, mais plus généralement tout ce qui relève de la convention, de l'institution, de la création par les humains. Concerne le seul mot nomos, où pour moi se résume ce que j'appelle la création humaine chez les Grecs. Tout cela est lié à la fameuse question du temps cyclique, à l'éternel retour, à l'ignorance du progrès, thèmes qui, j'y ai déjà fait allusion, ne sont pas spécifiquement grecs, du moins tels qu'on les présente d'habitude. On trouverait même de nombreux témoignages prouvant que les Grecs n'avaient pas une conception purement cyclique du temps, dont le plus décisif est, très tôt, cette idée d'une humanité se séparant de l'animalité, puis se construisant comme humanité par ses propres actes et créations. Donc, on présente effectivement souvent la pensée païenne, la pensée antique, comme une pensée cyclique, une pensée de l'éternel retour, hein, qui est un terme développé par Nietzsche, mais qui fait allusion à des théories cosmogoniques du temps de Démocrite, voire du temps des présocratiques antérieurs, hein, selon laquelle le monde n'est qu'un cycle qui se crée et qui se détruit en permanence. Et là, Castoriadis essaie de montrer qu'il y a déjà aussi à côté de ça, à côté de cette pensée où rien ne change finalement, où en tout cas tout passe par des cycles qui nous ramènent au même point indéfiniment, il y a déjà une pensée du progrès, c'est-à-dire de l'inédit, de quelque chose qui ne va pas être purement dans la répétition d'un cycle, mais qui marque définitivement une rupture, un avant et un après de l'irrémédiable ou du nouveau. Donc par exemple, dès que l'être humain rompt ou sort ou jaillit à partir de l'animalité et s'en distingue par des actes et par des créations, par des choses qu'il a lui-même fabriquées mais qui n'étaient pas prédéterminées par un instinct, une biologie qui rendrait cette production prévisible, inflexible et toujours égale à elle-même. De nombreux historiens de la philosophie parlent à ce propos de théorie anthropologique du progrès. Et je serais assez d'accord avec cette expression, à condition de bien détacher le terme progrès de ses connotations du XIXe siècle. Ce qui est au cœur de la conception grecque, c'est la compréhension, assez tôt, qu'il y a une séparation entre les humains et la nature. Les animaux, par exemple. Hein, c'est des thèmes qui ne sont pas tout à fait à la mode chez nos amis animalistes, hein, mais il faut quand même bien prendre en compte en quoi on pourrait démontrer qu'il y a une rupture de l'homme et de l'animal. Donc cette rupture n'est pas une donnée naturelle, mais le produit, le résultat d'actes humains qui posent cette séparation, qui la constituent et qui sont de l'ordre du nomos, donc du faire, hein, du convenu, de l'établi, du fabriqué, hein, de l'artificiel pourrait-on dire. Tout ça c'est la même chose, c'est ce qui n'est pas purement naturel. Le mot n'est pas encore employé et le terme de création, poiesis en grec ancien, qui est donné poésie chez nous, terme assez ambigu d'ailleurs, n'est jamais prononcé dans ce contexte. Mais cette vue est déjà là chez Xénophane, par exemple dans ce fragment qui nous décrit les hommes au départ ignorants et qui, à force de chercher, trouve avec le temps ce qui est le meilleur. Elle est aussi là, cette conception du progrès, chez Protagoras, d'après tout ce qu'on sait de son œuvre, et même d'après ce qu'il dit dans le dialogue de Platon, qui porte son nom. Les témoignages essentiels pour notre propos sont cependant 3 passages parmi les plus marquants de poètes tragiques. D'abord dans le Prométhée enchaîné d'Échille, donc Prométhée enchaîné qui met en scène la punition du titan Prométhée qui a porté le feu aux hommes pour leur bien-être et leur progrès et leur acquisition des sciences et qui est puni par les dieux. Dans cette pièce de théâtre d'Échille, dont on ne connaît pas la date précise, mais seulement qu'elle est une des dernières œuvres de l'auteur qui meurt en 456 avant Jésus-Christ, dans cette tragédie on a déjà très clairement une séparation entre un état préhumain et un état véritablement humain, même si c'est un dieu Prométhée qui est responsable de cette rupture, en ayant donné aux hommes les arts et les nomoi, les institutions. Mais moins d'une génération après Échille, en 440 environ, dans l'Antigone de Sophocle, au vers 332-375, intervient cet hymne fantastique
à la puissance créatrice des êtres humains, qui institue des cités, qui se donne des lois, qui crée le langage, les arts, etc. C'est le fameux chœur qui commence par les vers. Nombreuses sont les choses terribles, mais rien n'est plus terrible que l'homme. Terrible ici, qui tente de traduire le mot Deinon, a le même sens que dans Tout ange est terrible de Rilke, le poète allemand. Il ne décrit pas la peur, l'horreur, la fuite, mais la présence d'une puissance incoercible qui, lorsqu'elle apparaît, fait s'effondrer la quotidienneté. Donc l'homme, c'est la seule créature vivante qui possède le pouvoir de faire advenir quelque chose de radicalement nouveau, qui n'était pas anticipable ou déductible de la situation précédente, qui n'était pas... qui est en rupture avec le domaine de l'instinct, qui fait que l'humanité ne fait pas perpétuellement la même chose, ne s'organise pas perpétuellement de la même manière, qu'elle a une part de variation possible, et même que cette part de variation tend à augmenter au fil du temps. Je ferai des remarques là-dessus en conclusion. Donc là, c'est tout ce qui nous explique la culture, hein, ou le social, si vous voulez, c'est pareil, hein, ce qui nous sort de l'animalité. On trouvera ensuite chez Critias, ou dans les écrits hippocratiques, dans de nombreux textes insistant sur cette séparation de l'homme par rapport à un état naturel, sur ce qui est, dans mon langage, l'autoposition de l'humanité. Mais si les trois tragiques me semblent encore une fois des témoins privilégiés à cet égard, c'est parce que leur génie a aussi été d'exprimer avec une acuité fantastique ce qu'on pourrait appeler des topoi de l'époque, des idées, des problématiques, qui sont discutées, qui sont dans l'air du temps. Je crois donc que la position du nomos comme équivalent à l'auto-institution de l'humanité est une idée qui, au tournant des 6e et 5e siècles, entre 500 et 450, commence à être perçue. Donc il y a non seulement dans la pensée grecque de l'époque classique la découverte du fait qu'il y a une rupture entre ce qui est naturel et conventionnel, mais cette dimension conventionnelle, c'est pas simplement que, c'est arbitraire, ça aurait pu être autrement, c'est que c'est nous qui l'avons créé. Il y a une prise de conscience par les Grecs de cette époque de la puissance distinctive des êtres humains, qui fait qu'ils ne se contentent pas d'être des animaux comme les autres, qu'ils ne répètent pas en boucle le même comportement, la même conduite, que des alternatives sont possibles, qu'on pourrait organiser le régime politique de différentes manières, que du coup, il n'est pas évident qu'il faut faire comme ceci plutôt que comme cela, que la vérité ou le bien ne sont pas une sorte de fatalité implacable et traditionnelle qu'il conviendrait de suivre dans une répétition immuable au fil du temps, mais quelque chose qui mérite d'être recherché pour être potentiellement amélioré. Tout ça est bien évidemment extrêmement décisif pour l'évolution ultérieure de la civilisation occidentale. C'est ça la grande rupture, c'est la prise de conscience de la dimension de création que porte l'homme, qui sera constamment quelque chose qu'essaieront de refouler les pensées réactionnaires telles que Platon ou le christianisme, mais j'en parlerai peut-être une autre fois. Donc ça, c'est le texte de Castoriadis sur Démocrite, sa théorie du langage, et en quoi ça nous révèle de manière plus générale la perception de la dimension créatrice de l'être humain dans la culture grecque antique. À présent, je voudrais faire quelques remarques personnelles que m'inspire la lecture du texte, en essayant de ne pas être trop obscur dans les références. Donc c'est là où je dis que dans ce que nous explique Castoriadis sur la philosophie du langage de Démocrite, on pourrait parler un petit peu par taquinerie, mais un petit peu aussi parce que je pense qu'il y a quand même un air de famille, hein, d'un matérialisme historique de Démocrite, par rapprochement avec la pensée de Marx et Engels, qui nous montre précisément cette variation dans l'histoire des formes d'organisation des sociétés, des modes de production, des activités qui en découlent, et puis aussi le rôle actif des êtres humains dans la transformation de leur propre rapport et de leur propre nature par la médiation de leur travail. L'historicité, la dimension historique, la dimension qui dépasse la naturalité. Alors, je me pose la question, maintenant que Démocrite nous a montré avec des preuves que les hommes font historiquement leur propre langage, qui est un décalque de la formule marxienne suivant laquelle les hommes font leur propre histoire, dans les thèses sur Feuerbach, je crois, ou dans l'idéologie allemande, je ne sais plus. Je me pose la question, comment expliquer le conventionnalisme ou l'artificialisme de Démocrite, la conscience de la survenue de l'ordre culturel et symbolique au-delà du niveau proprement organique de l'animal naturel?
Parce qu'habituellement, on nous présente Démocrite comme un simple penseur de la nature, enfin c'est déjà incroyable, hein, mais voilà, c'est quelqu'un qui avait pensé les atomes, leurs combinaisons, etc. Mais en fait, il ne pense pas que le fonctionnement de la nature et son émergence, il pense au-delà de l'émergence dans la nature de corps composés à partir de corps simples, il pense l'émergence d'un niveau de réalité qui est la culture par différenciation d'avec ce qui est organique ou physique et ce qui est purement dans la répétition à l'identique. Il pense la complexification des niveaux de la réalité, en fait, hein, des strates de la réalité. Comment une conscience embryonnaire chez Démocrite de la dimension sociale historique de l'homme, introduite par la création humaine, lui est-elle apparue? Hypothèse, proposition d'explication de comment est-ce qu'il a relié ces deux éléments. Ne faut-il pas interpréter sa clairvoyance ontologique comme une conséquence de son matérialisme? N'est-ce pas parce qu'il a cette théorie atomique de la complexification qu'il en vient à penser cette apparition du conventionnel et donc de la création? La conscience de la puissance humaine n'est-elle pas fonction inverse de son degré de dénégation et d'attribution de celle-ci à une puissance surnaturelle, selon le schéma feuerbachien de l'aliénation religieuse? Alors là, je fais des allusions à Feuerbach, qui est un philosophe allemand post-hegelien qui a eu une influence profonde sur la pensée du jeune Marx. Et en résumé, pour aller très vite, l'idée de Feuerbach, c'est que l'homme met en Dieu la puissance dont il se dépossède lui-même. C'est-à-dire qu'on attend de Dieu tout ce qu'on pourrait faire, sinon individuellement, en tout cas collectivement, toute la puissance que porte l'humanité, elle se la dénie et elle la transfère sur un objet imaginaire. Donc le Dieu exprime notre désir. On demande toujours à Dieu ce qu'on voudrait avoir. On lui demande toujours d'être la part de puissance qu'on oublie qu'on a, ou en tout cas qu'on souhaiterait avoir et qu'on n'a pas. Donc c'est une théorie de l'aliénation et de la dépossession dans le comportement religieux. Donc chez Démocrite, il n'y a pas ça, hein, il n'y a même pas de Dieu de toute façon, il n'y a que les atomes et le vide qui se composent, et donc dans le réel, l'homme il a toute la puissance dont il peut disposer. Et si désir il y a, c'est à lui de le réaliser, il ne peut pas s'imaginer qu'une entité magique va le réaliser à sa place, il ne peut pas se déposséder ou dénier sa propre puissance. Démocrite en effet reprend de son maître Leucippe un matérialisme atomiste. Le fond de la réalité est composé d'atomes qui se rencontrent dans le vide, selon des lois causales strictes. Donc c'est un déterminisme, la pensée de Démocrite. Il s'ensuit que le cours du temps amène peu à peu l'engendrement de toutes les entités que les rencontres atomiques sont susceptibles d'engendrer par effet de composition. Notez le parallèle entre cette forme de pensée, qui est le matérialisme atomique de Démocrite, et le structuralisme dont on a parlé tout à l'heure et dont on a fait la critique. Si on était dans un monde avec que des atomes évoluant dans le vide selon des lois causales déterministes, effectivement, à partir de la connaissance de la position de tous les atomes à un état T, à un moment T, on pourrait en déduire, en connaissant les lois de la physique, la position de tous les autres atomes à un instant T+. Il n'y aurait aucun écart, tout serait rationnel et déductible. Certes. Mais en fait, est-on dans un monde où le réel se limite à des corps en mouvement selon les lois déterministes, hein, c'est ça la critique. Ce qui est important dans la pensée de Démocrite, au-delà de la critique qu'on peut faire de son déterminisme physique du point de vue de la physique contemporaine, c'est que il a conscience, hein, c'est le premier qui voit bien que non seulement on pourrait expliquer le réel à partir non pas des dieux, mais d'un principe premier qui serait naturel. Les premiers présocratiques expliquaient le monde à partir du feu, de la terre, etc., de l'eau, d'un élément naturel premier qui serait ce à partir de quoi les autres se sont créés. Démocrite aussi, mais lui il va déjà plus loin dans l'abstraction avec sa théorie des atomes, qui d'une diversité initiale explique une diversité encore plus grande et ultérieure. Il pense donc la complexification interne de la matière. La nature, c'est quelque chose qui se complexifie elle-même, qui se donne dans son propre mouvement des niveaux de réalité de plus en plus compliqués, de plus en plus différents. Donc si on devait traduire ces concepts dans le vocabulaire conceptuel de philosophes du XXe siècle, d'orientation matérialiste, Démocrite, il pense déjà les nouveaux régimes d'individuation, pour parler comme Simondon, ou les nouvelles strates sur le plan d'immanence, pour parler comme Deleuze, qui se constituent au fil du temps. D'abord, on a un niveau de réalité qui est physique, mais la réalité physique se développe et elle ne reste pas elle-même, elle devient biologique, hein, on passe du prébiotique au biotique.
On passe d'éléments inorganiques à des éléments organiques par rencontre et complexification interne, mais de l'organique ne lui reste pas là lui-même non plus. On passe de l'organique non doté d'une psyché à des entités un peu plus complexes par le mouvement de l'évolution naturelle, et puis on en arrive à la conscience ou à des formes embryonnaires de conscience. Et les animaux même n'en restent pas à ce qu'ils sont, puisqu'on arrive à l'humanité, qui, on l'a vu, est en rupture avec le règne animal. C'est-à-dire qu'on a à la fois un univers qui est complètement qui est complètement matériel, qui est complètement une nature unie, mais au sein de laquelle il y a tout le temps un mouvement d'autodifférenciation interne. Ça ne cesse d'exploser de l'intérieur, de partir dans tous les sens. Et on pourrait dire que l'humanité n'est pas non plus la dernière branche du processus, puisque l'humanité produit elle aussi des types de réalités qui n'existaient pas avant, et qui sont vraiment d'une nature nouvelle ou différente, que sont évidemment les objets techniques. Entre autres objets d'ailleurs, c'est peut-être pas les seuls objets qui répondraient à cette définition. Mais voilà, des nouvelles sortes de réalités qui ne sont pas purement et simplement en attente depuis toujours d'être formées, sont susceptibles d'être créées par l'histoire, donc les choix des individus, leur vie sociale. Donc j'ai oublié de citer une strate d'être dans tous ces niveaux, puisque j'ai passé de l'humanité aux objets techniques sans transition, mais il y a évidemment le niveau, si on veut, du monde social historique. Le monde des hommes, la société humaine. Dans la société humaine, il apparaît des types de réalités qui n'existaient pas au stade de la vie animale. Même chez les animaux sociaux. Par exemple, les animaux sociaux, et j'y reviendrai après, mais les animaux sociaux ont des moyens de communication, ils n'ont pas un langage. Ils se font savoir de l'information, mais c'est plutôt des stimuli que de l'information stricto sensu. Ils communiquent, mais ils n'inventent pas de nouveaux mots. Il n'y a pas de néologisme dans le langage, dans la communication des abeilles. Vous voyez. Donc l'être humain, il va encore au-delà de la communication purement animale. Ce qui autorise notre interprétation, donc ma thèse, c'est que le matérialisme de Démocrite, c'est ce qui lui permet de passer de cette pensée de la nature à cette pensée du langage, mais donc implicitement de la société. C'est que le matérialisme, par l'idée de matière, par soi-même en mouvement d'autodifférenciation, est solidaire de l'idée d'émergence. C'est seulement dans une pensée d'inspiration matérialiste qu'on peut avoir quelque chose comme un concept de l'émergence qui est développé. Comment, à partir d'un niveau de réalité moins développé, on passe à un niveau de réalité plus développé, ou dans lequel on trouve plus que ce qu'il y avait au niveau inférieur. Une idée d'enrichissement. L'être, c'est ce qui se développe, c'est ce qui s'enrichit. L'idée d'émergence, c'est également favorable à l'apparition d'une pensée du progrès historique. Alors là, c'est très facile, il suffit d'ajouter à l'idée que de ce mouvement, il y a une dimension où un certain stade de développement, ce qui s'est formé a plus de valeur et donc est plus... comporte un bien plus grand, en fait, qu'à un niveau où ça n'existait pas. Tatati tatata. Bon, après, je fais des petites allusions, des blagues, nanana. Le temps du matérialisme authentique n'est ni une homogénéité cyclique, ni une homogénéité linéaire vers un avenir inéluctable. Donc c'est pas non plus une bonne pensée matérialiste ne peut pas non plus être une théorie du progrès perpétuel. C'est plutôt une pensée de la rupture, des sauts, de la nouveauté, des mutations, des créations imprévues, de la prolifération des différences. C'est une vision de la nature et de l'ensemble de ce qui s'y trouve comme en mouvement dans des directions multiples et imprévisibles. Ce qui fait qu'il n'y a pas de futur garanti, et j'en reparlerai ultérieurement dans un petit texte de philosophie sur la nature de l'avenir. Bon, après je cite un texte où on nous parle du lien entre matérialisme et progrès, mais bon, en fait c'est très lié. Voilà, c'est l'idée d'un processus historique de complexification. Le monde devient plus complexe qu'il n'était. Après, je dis que c'est sans doute pas un hasard si Karl Marx, à l'époque où il a passé sa thèse de doctorat en philosophie, a fait une thèse sur la nature chez Démocrite et Épicure. Donc il s'est intéressé à la pensée de Démocrite. C'est de là que viennent ses propres convictions matérialistes et ça a probablement eu une influence sur sa conception du mouvement de l'histoire. Alors, il me reste 2 parties avant de conclure. Il n'y a pas vraiment... elles sont un petit peu en rupture l'une de l'autre. Donc, d'abord, quelques remarques sur la pensée éthique de Démocrite, puisqu'on a vu successivement comment il pense la nature, comment il pense la société, le langage, comment il pense la morale, le bien. Voilà. Donc, je vais faire une partie sur ça, et puis une partie sur les limites, finalement, de Démocrite, ou ce qu'on pourrait ajouter pour le progrès de la réflexion en philosophie matérialiste.
Alors, un extrait que j'ai traduit de l'article sur Démocrite dans la Stanford Encyclopedia of Philosophy. Bien que les preuves ne soient pas certaines, Démocrite pourrait être à l'origine d'une théorie ancienne sur le développement historique des communautés humaines. Une réflexion sur l'histoire. Contrairement à la vision hésiodique, donc Hésiode c'est le poète, selon laquelle le passé humain a comporté un âge d'or, dont l'époque actuelle est le déclin, hein, on voit bien quel imaginaire il y a derrière, une tradition alternative qui pourrait dériver de Démocrite suggère que la vie humaine était à l'origine semblable à celle des animaux. Ah, donc on ne vient pas d'un paradis, on ne vient pas d'un jardin d'Éden, on ne vient pas de quelque chose qui était supérieur et qui s'est dégradé, c'est l'inverse, on vient de quelque chose qui était plus simple et qui s'est complexifié. Ah, tiens donc. Cette théorie décrit le développement progressif des communautés humaines à des fins d'entraide, l'origine du langage, de l'artisanat et de l'agriculture. Évidemment, il y a des liens à faire entre la complexification du langage et de ses usages et les activités humaines. On parle pour faire quelque chose avec, quoi. Bien que le texte en question ne mentionne pas Démocrite nommément, il en est la source la plus plausible. Donc voilà, peut-être que c'était des idées qui étaient associées à Démocrite, soit qu'il les écrit directement, soit que ça a été écrit par des gens dans son milieu, enfin bon. Si Démocrite est la source de cette théorie, cela suggère qu'il prenait au sérieux la nécessité de rendre compte de l'origine de tous les aspects du monde, de notre expérience. Donc c'est pas simplement une philosophie de la nature, c'est un matérialisme aussi qui est déjà historique, en tout cas qui pense aussi au niveau historique. Les institutions humaines ne peuvent pas être considérées comme des structures permanentes ou des dons divins. Elles sont créées, fabriquées, conventionnelles, donc transformables et améliorables. On voit les implications politiques déjà qui arrivent derrière, de ce que ça peut permettre de penser, cette philosophie. Les explications proposées suggèrent que la culture humaine s'est développée en réponse à la nécessité et aux difficultés de notre environnement. C'est déjà presque comment pourrait-on dire c'est déjà presque de la sociobiologie d'inspiration darwinienne qui explique les faits culturels par des nécessités d'adaptation aux exigences du milieu. Ou on pourrait relier ça aussi à la géographie traditionnaliste française. La nature produit un ensemble de contraintes, les individus s'adaptent à ces contraintes et se donnent un genre de vie, hein, pour reprendre cette notion de la géographie scandinavienne, se donnent un genre de vie qui leur permettent de supporter les contraintes de leur environnement. Il a été suggéré que la taille infinie de l'univers atomiste et que donc le nombre de combinaisons et d'arrangements possibles qui se produiraient par le seul fait du hasard sont importants dans le développement d'un récit qui peut montrer comment les institutions humaines apparaissent sans supposer des origines théologiques ou téléologiques. Donc évidemment, la thèse alternative, c'est de dire, si notre société est comme elle est, c'est parce que Dieu l'a voulu, il l'a voulu parce qu'il est plus savant que nous, ou les dieux au pluriel, peu importe. Du coup, c'est immuable, c'est parfait, ça vient d'une origine qui est supérieure, etc. Donc ça ne peut pas être changé, puisque pourquoi nous qui sommes des êtres finis et limités, oserions-nous nous opposer à des êtres qui sont plus parfaits et qui ont fait les choses bien dès le départ. Vous voyez, c'est deux pensées de l'histoire et de son mouvement qui sont radicalement opposées, dont l'un fonde un conservatisme et l'autre fonde un progressisme. C'est évident. Voilà, donc ça c'est. Mais en fait, c'est pas vraiment sur la pensée. Je me suis un peu trompé, c'est pas vraiment sur la pensée éthique de Démocrite, parce qu'en gros, il a aussi une théorie du. Je sais plus, du. J'ai dû en parler ailleurs. Il a aussi une théorie de la tranquillité, de la vie heureuse, enfin bon. J'en reparlerai une autre fois probablement de sa pensée morale. Mais on voit bien que c'est pas déconnant ce que je faisais comme hypothèse dans la partie précédente sur tiens, ça pourrait y avoir un lien entre le matérialisme démocrite et sa philosophie du langage. Ça semble fortement suggéré par les extraits en question qui nous évoquent une réflexion sur le progrès, le développement historique à partir d'une situation plus simple. Et un élément que je ne mentionne pas dans le billet, mais qu'il faudrait rajouter, qui confirme qui tend à confirmer l'idée qu'il y avait vraiment une théorie de ce genre-là chez Démocrite, c'est que dans Lucrèce, donc, qui est un poète romain du 1er siècle avant notre ère, mais qui est lui-même un héritier de la philosophie d'Épicure, Épicure qui a lui-même accordé de l'intérêt à un certain moment donné à la pensée de Démocrite, puisqu'il reprend sa théorie atomiste, en la modifiant un petit peu. Dans Lucrèce, donc héritier de Démocrite par l'intermédiaire d'Épicure, il y a dans la fin du poème de Lucrèce une réflexion sur le développement de la société humaine et de la création des différents arts, des différentes sciences au cours du temps à partir d'une situation plus pauvre, plus animale, plus brutale au départ.
Donc cette réflexion sur le problème de l'humanité, elle est déjà dans Lucrèce. Hein. On n'est pas encore au siècle des Lumières, mais on voit bien le lien qu'il peut y avoir entre un mode de pensée matérialiste et une telle conception de l'histoire. Dans la dernière partie de mon post-scriptum, je souligne que Démocrite n'a pas complètement tiré toutes les implications philosophiques possibles de sa théorie du langage, et qu'on pourrait aller encore plus loin en le mettant en relation avec d'autres auteurs plus récents de notre temps. Une connaissance zoologique, biologique et cybernétique encore inaccessible à son époque lui aurait montré que là où la communication animale relève du stimulé-réponse, c'est-à-dire, exemple, une consigne transmise à une fourmi par les traces olfactives d'une fourmi précédente, c'est un ordre, en fait c'est un commandement, c'est irrésistible. L'instinct lui dicte, tiens, tu as telle stimulation sensorielle, il faut que tu fasses ça. Il n'y a pas d'interprétation multiple du message, il n'y a pas d'ambiguïté de la communication par phéromone. Il n'y a pas de variation comportementale possible. Hein. C'est-à-dire que quand l'insecte, l'animal reçoit un signal, une odeur, je ne sais pas quoi, c'est un ordre en fait. Il ne peut pas se tromper, il ne peut pas l'interpréter en plusieurs sens, il ne peut pas en créer qui serait complètement nouveau et jamais vu dans son mode de fonctionnement. Tout ça est fixe. Alors que la communication humaine, ça ne se passe pas comme ça, précisément parce qu'elle est conventionnelle et qu'elle relève d'une part de création, de chaos, de devenir, de nouveautés possibles. Le langage humain, quant à lui, il fait passer de l'information. L'information, c'est ce qui rend possible une oscillation comportementale, une montée d'indétermination dans l'être. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on dit une chose à quelqu'un, nous les humains, eh ben, il y a autant de réactions possibles à ce qu'on vient de dire que de personnes en face de nous ou d'état de la personne qui peut comprendre l'information. La même personne, vous lui faites un compliment à deux moments de la journée où elle est d'humeur différente, elle ne le perçoit pas forcément de la même manière. Ou ça ne va pas déterminer le même comportement, ou la façon d'interpréter le message peut varier, ou elle peut ne pas le comprendre, etc. etc. On voit bien qu'on a une plasticité qui est beaucoup plus grande. On voit bien que l'information ne détermine pas directement le comportement. Parce qu'on peut dire, la même chose à une personne à des moments différents, n'aura pas le même comportement, et ça ne détermine pas son comportement en fait. Hein. On peut dire à deux humains qui ont à peu près le même âge, la même origine, la même culture, les mêmes convictions dans l'ensemble, etc. Je ne sais pas. On peut leur transmettre à tous les deux une information et ne pas les voir adopter exactement le même comportement. Donc l'information, en fait, il faut la voir comme ce qui fait augmenter le niveau d'indétermination dans l'être, c'est-à-dire ce qui lui révèle à un individu, un être humain, des possibilités, des chemins supplémentaires. Je peux potentiellement agir de façon plus complexe et différenciée si j'ai une information en plus que si j'ai une information en moins. C'est vrai même de manière très basique. Hein. Supposons que je sois dans un labyrinthe et qu'on me dit tiens, mais il y a un passage par là, en fait tu croyais que c'était un buisson, mais non, on peut passer derrière. Ah, bon. Même un truc aussi basique que ça peut faire varier mon comportement et me faire changer de parcours. Ou pas, parce que je peux aussi me dire qu'en fait je m'en fous et j'ai pas envie de passer à travers le buisson parce que ça me déplaît. Mais c'est pas donné d'avance. C'est pas prédictible, c'est pas déductible. C'est pas déjà donné. Donc c'est là où je dis que si on prend bien au sérieux les implications de la théorie du langage de Démocrite, elle doit nous amener à faire la critique de sa philosophie de la nature. On peut critiquer le déterminisme de sa philosophie de la nature, qui nous dit qu'il n'y a que des atomes en mouvement en suivant purement des trajectoires linéaires. On peut en faire la critique par sa théorie du langage. Alors, il me reste 2 paragraphes et après j'ai terminé. La parole humaine est certes limitée physiologiquement, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire n'importe quel son avec votre gorge, mais elle n'est déterminée ni du point de vue formel, puisqu'il y a un arbitraire du signe, on peut associer différents sons à différents sens et inversement, ni du point de vue de ses effets, puisque quand vous parlez, en fait, ce que va comprendre la personne en question, c'est pas déjà écrit. Il peut se passer toutes sortes de choses. J'aime bien aussi un autre exemple, quand on lâche un caillou, on sait qu'il va tomber en ligne droite, quand on jette un caillou sur un humain, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc il y a une possibilité d'interprétation des messages entre les humains et une indétermination beaucoup plus grande qui augmente avec l'acquisition d'informations.
Un autre exemple que je peux vous donner pour vous saisir cette idée de montée d'indétermination, qui est un peu un terme barbare, hein, mais qu'on pourrait dire tout simplement une augmentation des possibilités disponibles, c'est le fait que, prenez Internet en fait, par exemple, ou n'importe quel média de masse moderne, les individus peuvent voir des endroits, des modes de vie, des pensées, des styles de vêtements, hein, ou même des styles de vie, hein, ou tout ce que vous voulez, très différents, extrêmement variés, et ils peuvent les rejeter, les trouver bizarres, mais ils peuvent aussi les adopter ou vouloir en faire quelque chose. C'est-à-dire que ça augmente leur champ des possibles. Il va y avoir plus de tendances ou de lignes d'évolution que s'ils n'avaient pas eu cette information, en fait. Sans que ça nous donne à l'avance les moyens de dire, tiens, un tel, il a vu un tel, donc il va être forcément influencé dans tel sens. Tout ça vient de quoi? Tout ça vient donc cette dimension conventionnelle et tout ce qui s'ensuit sur la création et sur les autres aspects de la vie sociale. Tout ça vient de l'imagination, c'est-à-dire que l'être humain il a un psychisme très particulier qui lui rend possible la symbolisation. Il peut imaginer les choses autrement qu'elles sont, il peut contempler des possibilités différentes, il peut s'organiser de manière variable. Il peut être autre que ce qu'il est. Il passe son temps à se différencier, à changer. Donc l'imagination humaine, c'est cette faculté psychique qui introduit une rupture, un saut ontologique par rapport à tout déterminisme naturel ou social. On peut toujours interpréter autrement des vêtements qu'on serait obligé de porter. On peut toujours avoir une marge d'action ou une agency, comme on dit en anglais, une agentivité, hein, une capacité de variation avec ce qui nous contraint. Donc il y a une part en fait de relative indétermination dans le monde social des humains. L'arbitraire du langage signale donc les limites du déterminisme, et c'est ce que n'a pas vu Démocrite, qui continue de maintenir un matérialisme purement mécanique, comme ce sera le cas de manière assez majoritaire dans toute une tradition de la pensée physique qui passe par Hobbes au XVIIe siècle et qui se continue dans le matérialisme français du XVIIIe avec Diderot, etc. Enfin non, Diderot c'est pas le cas, mais avec le baron d'Holbach, qui est un ami de Diderot, ou avec d'autres auteurs de cette période, voilà, on a un matérialisme mécanique, des causes et des effets, et puis ça s'en arrête là. On n'a pas cette idée de création par l'action. Donc il n'a pas assez réfléchi Démocrite aux implications ontologiques de l'indétermination, de la création à l'œuvre dans l'activité humaine. Ce dépassement du matérialisme mécanique ne commencera à être entrepris, enfin ça dépend parce qu'on pourrait discuter selon les auteurs, mais un moment où on voit qu'on a une rupture, ou un début de rupture avec cette conception de l'être, c'est dans l'élaboration par Marx du concept de la praxis, dans les thèses sur Feuerbach. Puisque Marx nous dit, certes, l'individu produit de sa société, de sa culture, des conditions existantes, etc., mais il les transforme aussi par son action. Il ne reste pas ce qu'il est. Il n'est pas purement et simplement dans un champ de cause et d'effet. Il y a un rapport dialectique entre ce qu'il est et la société dans laquelle il est. La société façonne l'individu, mais l'individu façonne la société, il la transforme. Et encore, Marx lui-même ne restera pas complètement fidèle à ses intuitions de jeunesse qu'on trouve notamment dans les thèses sur Feuerbach, qui est à mon avis peut-être son texte le plus intéressant philosophiquement, même si pendant longtemps je ne comprenais pas du tout de quoi il s'agissait, parce que dans une période plus tardive de son œuvre, il aura tendance à retomber dans une compréhension plus déterministe du fonctionnement de la société, que révèlent des formules bien connues du style le moulin à eau a fait la société féodale, la machine à vapeur a fait la société industrielle capitaliste, quelques passages de ce genre-là, hein, qui renforcent l'idée que quand même ce qui contraint, ce qui détermine est plus pesant et plus structurant et peut-être même unique par rapport à la capacité des hommes à faire leur propre histoire et donc à s'arracher à ce qui les détermine. Voilà, donc c'était assez riche, c'était assez complexe. N'hésitez pas à me poser vos questions, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis on aura certainement, dans les temps qui viennent, d'autres conférences pour explorer d'autres aspects de la pensée matérialiste, soit à un niveau général, soit chez d'autres philosophes individuellement. Je vous remercie.